Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour vous retrouver cette semaine. Nous sommes le lundi 11 décembre 2017. Alors aujourd'hui, on va faire un petit briefing de la semaine avec la Fed, la BCE et la BOE qui nous attendent cette semaine. Mais avant toute chose, on va commencer par l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Alors bonjour à vous Bruno, pourquoi NZUSD part à la hausse? Eh bien alors tout simplement parce qu'on a eu une information qui est sortie cette nuit. Adrian Orr, qui est actuellement un des dirigeants, le dirigeant de Super Annuation Fund, qui va être le prochain gouverneur de la RBNZ dès l'année prochaine. Voilà, donc Adrian Orr, je vous invite, j'ai pas eu le temps de faire mes recherches, c'est tombé il y a quelques instants. Adrian Orr o 2 r Super Annuation Fund, donc que je vais vous écrire. Voilà, ça vient de tomber, donc je n'ai pas eu le temps de voir cela, mais en clair, a priori, la réaction du marché est haussière, ça voudrait dire probablement qu'il se positionne comme hawkish. Voilà, donc je reviendrai vers vous. De toute façon, il y aura un article qui va sortir aujourd'hui sur de l'IFX justement pour cette annonce-là. Donc voilà, restez connectés. Alors bonjour à vous Frédéric, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je salue également. Sian, excellente semaine à tous. Eh bien écoutez Sian, merci et également à vous aussi. Catherine, bonjour. François, que je salue également. Alors ce matin, nous avons le yen qui perd du terrain, comme vous pouvez constater, le yen index, le gold qui progresse très légèrement, plus 0,26%, le Nikkei, le Hang Seng et le MSCI Asia Pacifique qui gagnent du terrain ce matin, ce qui est synonyme d'appétit pour risque. Pourquoi on a cet appétit pour risque? Eh bien, déjà, on a un dollar qui est plutôt neutre. On a un dollar qui est neutre. On a eu des bons chiffres américains vendredi et donc voilà, tout simplement. Alors, la Fed, à quoi s'attendre cette semaine? Bon, bah il y a une hausse des taux qui va arriver normalement mercredi soir. Mercredi soir, la hausse des taux est pressée à hauteur de 98% sur Bloomberg et 91% sur CMI Group. Donc en clair, c'est la même situation qu'on avait l'année dernière, je le rappelle. Moi, je suis toujours dans l'optique que ça sera une vente de la nouvelle. Peut-être pas à la seconde où il y a la déclaration, mais voilà, à terme, je pense que ça ne va pas soutenir le dollar, mais bien au contraire, ça va le faire baisser. Pour moi, la hausse qu'il y a depuis le mois de septembre, voilà, certes, le dollar est fort, les statistiques macroéconomiques aux États-Unis sont bonnes, tout comme c'était le cas il y a un an, mais euh, pour moi, cette hausse est simplement due à la spéculation du marché sur une hausse des taux de la Fed. Voilà, donc dès que la hausse des taux va être ressortie, va être annoncée, ça peut continuer à augmenter pendant 1 ou 2 jours, voilà, à la fin de la semaine, mais ensuite, pour moi, je pense clairement que ça va redescendre. Voilà, donc je suis plutôt dans l'optique de vendre le dollar après la hausse des taux de la Fed. Ensuite, nous aurons jeudi la BCE et la BOE. Aucune hausse des taux ou baisse des taux, voilà, sont attendus, pardon. C'est des taux qui sont attendus inchangés. Pourquoi? Eh bien, parce que la BOE, déjà, fin octobre, elle a annoncé qu'elle allait poursuivre, étendre son QE jusqu'à septembre 2018. Et la BOE a, en début novembre, relevé ses taux pour la première fois en 10 ans. Elle devrait le faire délicatement. Pourquoi? Parce qu'on a un taux de croissance qui, à l'inverse de la zone euro ou par exemple aux États-Unis, eh bien qui est plutôt fragilisé par le vote en faveur du Brexit qui rend sceptique plus ou moins les investisseurs. En tout cas, ça ralentit les investissements, ralentissement des investissements, ralentissement de la production, ralentissement de la richesse. Voilà. Donc la croissance qui est autour des 1,5% pour un pays comme le Royaume-Uni qui a sa propre banque centrale, eh bien c'est relativement peu. C'est relativement peu si on compare sur les 3-4 dernières années. Sur les 3-4 dernières années, la moyenne elle doit être autour des 2,5% au Royaume-Uni. Voilà, je n'ai pas fait le calcul, mais d'après ma mémoire et mes observations, c'est aux alentours des 2-5% cette moyenne de croissance annuelle au Royaume-Uni. Actuellement, on est aux alentours des 1,5 et encore 1,5 ça a été au-dessus de ce qu'anticipait le consensus. Voilà, donc clairement on a une croissance qui est fragile. Plus la banque centrale va augmenter ses taux rapidement, plus ça va fragiliser cette croissance. Donc voilà, tout la balance qui est en train de faire, que joue la Banque d'Angleterre et qui doit faire très attention, c'est limiter cette inflation qui est à 3% et qui
impacte la croissance, parce que hausse de l'inflation, perte de pouvoir d'achat, donc perte de pouvoir d'achat, moins de consommation, moins de production, etc., etc. Donc, faire baisser au maximum l'inflation, au maximum, enfin, la faire revenir au moins à 2%, et de l'autre côté, ne pas fragiliser cette croissance. Voilà, donc ça va être toute une balance que va faire la Banque centrale. C'est pour cela que au mois de décembre, le marché n'attend pas une hausse des taux de la BOE. Voilà, la prochaine hausse des taux devrait avoir lieu au courant du premier semestre 2018. Tout va dépendre des chiffres de l'inflation. Voilà, à mon avis, l'inflation qui sera annoncée demain pour le Royaume-Uni, l'IPC sera annoncé demain, devrait ressortir soit inchangé, soit en hausse. Pourquoi? Parce que le pétrole a continué d'augmenter en novembre, la livre sterling a augmenté au mois de novembre, donc voilà, normalement ça devrait plutôt être haussier pour l'inflation britannique au mois de novembre. Voilà. Mais bon, pas de hausse des taux qui est attendue. Ce sera vraiment les discours qui seront attendus pour la BCE, qui seront scrutés par le marché pour la BCE et la BOE. Alors je regarde un petit peu vos questions. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le NZD USD de la part de Bruno? Eh bien écoutez Bruno, mon analyse est la même que la semaine dernière. Donc je vais voir ça dans un petit instant. On passe simplement au calendrier économique de la semaine et ensuite je réponds à toutes vos questions. Aujourd'hui, pas de statistiques majeures. On aura l'indice de confiance en zone euro qui sera publié. Sinon mardi, on peut voir l'IPC de la Grande-Bretagne, différents chiffres, plein de chiffres de l'indice de prix à la consommation, l'harmonisé, le corps, etc., etc. Donc on aura pas mal de chiffres demain. Petit aparté, je vous invite à lire mon article que j'ai publié sur DailyFX hier, qui résume tous les grands événements de la semaine. Voilà, il y en a 5. Il y en a 5 avec mon point de vue, avec l'impact que ça devrait avoir. Il n'y a pas d'analyse technique, hein, c'est vraiment que un briefing de la semaine. Donc si vous voulez un petit peu plus creuser, ça va pas prendre 2 minutes à lire l'article et voilà, ça peut peut-être vous aider. Donc nous aurons demain l'IPC de la Grande-Bretagne. Mercredi, nous aurons l'IPC des États-Unis, mais cet IPC n'aura pas de conséquences sur la décision des taux. Pourquoi? Parce que la décision des taux, elle est décidée la veille. Elle est décidée la veille. Donc voilà, cet IPC-là n'aura aucun impact sur la décision du soir. Mais bon, on aura quand même l'inflation américaine mercredi après-midi, suivi quelques heures après par la décision des taux qui est attendue en hausse, comme vous pouvez le constater, à 1,5%. Jeudi, nous aurons la BNS, la BCE, la BOE et la Banque du Canada. Voilà, donc on a quand même pas mal de banques centrales, avec quelques statistiques comme les indices PMI le matin en zone euro, des chiffres sur PMI aux États-Unis. Et vendredi, ça va être assez calme. Et à partir de vendredi, ça marquera vraiment la baisse des volumes, de la volatilité sur les marchés, parce que ce sera vraiment l'avant-dernière semaine avant Noël, avant les fêtes de Noël. Donc là, c'est cette dernière semaine qui peut créer des tendances, des momentum sur les marchés. Ensuite, il n'y aura pas vraiment de mouvement. Voilà, donc les grands rendez-vous sont globalement donnés mardi, mercredi et jeudi. Et en particulier, mercredi soir et jeudi, toute la journée. Voilà, c'est vraiment ces 2 jours qu'il faudra faire extrêmement attention et qui risquent d'être assez volatiles, même si, honnêtement, le marché ne s'attend rien pour la BOE et la BCE, et pour la Fed, ça a déjà été passé. Mais, soyons sur nos gardes tout de même. Alors bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On passe tout de suite, je réponds à votre question sur le NZD. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le NZD USD? Comme vous pouvez le constater, il était sur niveau de support. Le discours de la semaine dernière et des précédentes semaines, c'était très bon niveau de support. C'est autant risqué, j'ai envie de dire, d'acheter le support que de le vendre. Pourquoi? D'un point de vue technique, l'analyse technique plutôt invite à payer le NZD. On avait une divergence haussière qui coïncidait avec un support qui n'a pas été dépassé depuis le début de l'année. Donc voilà, d'un point de vue technique, pourquoi pas payer le NZD direction 0,110. Par contre, d'un point de vue fondamental, on n'avait pas vraiment de facteurs qui justifiaient une hausse du NZD. Ce matin, il semblerait que le marché accueille positivement l'annonce du prochain successeur du gouverneur de la RBNZ. Maintenant, est-ce que c'est simplement du bruit ou est-ce que ça va créer une nouvelle tendance? Tout reste à voir. Moi, je ne connais pas encore Adrian Orr, je vais me renseigner ce matin, mais bon,
mettre en place des stratégies haussières sur cette annonce-là, je pense pas que ça vaut extrêmement la peine. Voilà, maintenant NZD face à l'USD. Si je devais acheter le NZD, ça se ferait par exemple face au CHF, tout simplement. NZD CHF, ça me semble, c'est peut-être la seule paire où j'aurais le plus confiance à acheter le NZD, parce que le NZD ça reste quand même une devise qui n'a pas vocation à relever ses taux à court terme, parce que la balance commerciale est encore assez négative, donc voilà, elle reste encore à être améliorée. Mais peut-être que cette nomination du gouverneur, peut-être que ce nouveau gouverneur va accélérer le processus de hausse des taux. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous voyez que le NZD-USD, le NZD-CHF, on avait notre objectif haussier direction de 0,69, ça va bientôt être atteint. Voilà, donc c'est pour moi la seule paire à payer sur le NZD-CHF, sur le NZD, parce que le CHF c'est la devise, c'est ma conviction baissière à court terme. Voilà, à court et moyen terme, pardon. Donc je ne serais pas surpris si le NZD-CHF revient à 0,70 par exemple. Alors on commence pardon sur le DXY. Voici les dernières hausses des taux de la Fed. Les 3 dernières hausses des taux de la Fed, comme vous pouvez le remarquer, ça avait eu un impact baissier sur le dollar à plus ou moyen court terme. Seulement en juin où ça n'avait pas été pressé, on avait eu une hausse pendant une semaine sur le dollar et ensuite on avait eu le retour du rallye baissier. Voilà, donc moi personnellement j'anticipe toujours le même scénario, je ne vois pas pourquoi je passerai haussier. On est toujours sur la moyenne mobile à 200 jours, on est sur la moyenne mobile à 50, vous voyez d'un point de vue technique ici, on est pourquoi pas sur un niveau de prix à court terme qui se short. L'autre niveau de prix, ça serait un retour à moyenne mobile de 100 jours qui pourrait être atteint avec la hausse des taux. Peut-être qu'avec la hausse des taux, on aura un moment de bougies extrêmement haussières, comme ce qu'on avait eu ici. Vous voyez que là, on a eu une hausse des taux. Le DXY avait pris plus d'un point, et ensuite, il a baissé. Donc c'est possible que le DXY a cherché cette moyenne mobile de 200 jours, et ensuite prenne une tendance, une orientation baissière. Voilà, donc c'est à vous de voir. Soit vous shortez la moyenne mobile à 50 jours, mais faites attention, prévoyez le coup, prévoyez le fait qu'il y aura peut-être un momentum haussier à très court terme suite à la hausse des taux. En tout cas, avant la Fed, c'est peu probable que le dollar bouge beaucoup. Donc il devrait rester autour de ce niveau de prix. Voilà, le marché devrait vraiment attendre la décision des taux de la Fed. Donc soit ça se vend à la moyenne mobile à 200 jours qui coïncide avec cette résistance à 94,71, ou soit vous pouvez shorter maintenant, mais prenez en considération le potentiel bruit haussier après la hausse des taux. Ensuite, l'euro-dollar, alors on va enlever. L'euro-dollar moyenne mobile à 50 jours qui rebondit dessus. Donc c'est pareil. Soit on peut payer l'euro-dollar sur la moyenne mobile à 50 jours, mais on a potentiellement une baisse qui va avoir à court terme après la hausse des taux de la Fed. Donc soit vous shortez, vous payez la moyenne mobile à 50 jours, ou soit vous payez ce niveau de support. Ou alors si vous n'êtes pas du tout un baissier pour la Fed, vous pouvez très bien le vendre. Moi c'est mon opinion, je pense que le dollar va baisser après la Fed, mais voilà, ça reste mon opinion. Mais donc du coup pour la fin de semaine, d'ici la fin de semaine, je m'attends plutôt à une baisse de l'euro. Parce que je ne pense pas que le dollar va être vendu dès cette semaine, mais potentiellement dès le lundi d'après, voire début d'année prochaine. Un petit peu comme, regardez le DXY, si on revient en décembre dernier, le point haut sur le DXY a été fait le 3 janvier. Et vous pouvez voir que depuis le 3 janvier, ça baisse. Donc on aura potentiellement une hausse d'une semaine, allez, 2 semaines et encore. Vous voyez qu'on a eu une hausse de 2 jours et ensuite ça avait consolidé la semaine dernière. Donc on aura potentiellement une hausse, puis une consolidation avant de prendre une orientation baissière. Donc peut-être que le timing parfait en fin de compte, ce n'est pas forcément de shorter mercredi soir après la hausse des taux, mais potentiellement vers le 30 du mois de décembre. Voilà. Et donc l'achat de l'euro-dollar, si on se cale également sur le 30 du mois de décembre, vous voyez que c'était le point bas. Le point bas, il avait été testé le 15 décembre, puis consolidation, et le 5 janvier, bull market. Voilà, donc peut-être que l'euro-dollar va être affecté par la hausse des taux,
va revenir sur ses niveaux de support aux alentours des 1,1650, consolider jusqu'à la fin d'année et ensuite avoir une tendance haussière. Voilà, donc c'est pas forcément le meilleur moment tout de suite d'acheter l'euro-dollar et de vendre le DXY. Voilà, ça peut se faire, c'est possible pour ne pas rater le train, mais prenez en considération qu'il peut avoir une baisse avant d'y avoir une hausse. Donc placez votre stop en comment dire pour que ça coïncide avec un potentiel repli avant le rebond. Voilà. Donc c'est à vous de voir après votre degré de risque. Mais voilà. Sian, comme d'habitude, question sur le DAX. Maintenant que nous avons cassé et clôturé au-dessus des 13 000, penses-tu que nous pourrons atteindre les 13 000 avant de repartir vers la hausse? Alors, nous allons voir ça dans un petit instant, Sian. On termine avec le FX et ensuite, on passe sur les indices boursiers. Donc, l'euro-dollar boule, nous dit pardon, François, boule peut-être, mais à très court terme. Voilà, la consolidation avec la Fed, pourquoi pas boule, donc d'ici la fin de semaine, mais ensuite honnêtement, euh, voilà, moi je suis pas du tout bull market sur le dollar à moyen terme. Je ne pense pas que ça va être le cas. Peut-être cette semaine avec la hausse des taux, mais pas plus. Le GBP, on est en dessous des niveaux records. Alors le GBP sera sous pression cette semaine. Ça sera l'une des paires avec l'euro dollar qui sera le plus sous pression. Pourquoi? Parce qu'on a la Fed, la BOE et le sommet européen où l'accord sur le Brexit qui a été la semaine dernière, qui sera validé ou non par les ministres européens. Voilà, donc le sommet qui sera également important si les ministres européens valident l'accord qui a été trouvé. Dans ce cas-là, ce sera plutôt positif pour la livre. Pourquoi? Parce que ce sera synonyme de soft Brexit. Un soft Brexit, c'est positif pour la livre sterling. Dans le cas où c'est refusé, dans ce cas, la livre prendra un coup et, à mon avis, baissera au moins jusqu'à 1,32. Voilà. En attendant, encore une fois, tous les paires majeures qui sont donc cotés face au dollar devraient rester plutôt neutres en attendant, la Fed. Peut-être que la livre, c'est celle qui est la plus exposée, qui va le plus réagir avant la Fed. Pourquoi? Parce qu'on a l'IPC du Royaume-Uni et vous savez comme moi que l'inflation au Royaume-Uni est peut-être la constante la plus importante en ce moment. Accélération d'inflation, ça va être hausse du JBP parce que ça va être synonyme de hausse des taux. Alors que ralentissement de l'inflation, ça voudrait dire que les efforts de la BOE, la prise de risque de la BOE dans la hausse des taux paiera, aura payé. Et dans ce cas, ça sera une baisse de la livre sterling. Voilà. Mais bon, on aura quand même pas mal. Là, le GBP/USD sera la paire avec l'euro-dollar au centre des attentions cette semaine. Donc le NZD, on a fait un petit tour. L'USD CAD, alors deux stratégies. L'USD CAD, c'est pareil encore une fois comme le GBP/USD. Comme le GBP/USD ou l'euro-dollar, on a potentiellement une marge de hausse sur l'USD CAD au vu de la hausse des taux de la Fed. Mais en tout cas, moyen long terme, pour moi, c'est baissier. 1,25 minimum. Donc soit ça se short à la moyenne mobile à 200 jours, qui d'un point de vue technique se justifie complètement, mais encore une fois, prévoyez une marge au niveau du stop qui pourrait contenir les taux, la hausse des taux de la Fed. Ou alors vous attendez, pourquoi pas, de shorter un 30 si le cours arrive à un 30. Ça se trouve, là, on est en train de faire le point haut. Donc c'est à vous de voir vraiment comment vous positionnez. D'un point de vue du dollar CAD, vous voyez que le pétrole rebondit. Il arrive proche de ses niveaux de résistance sur le Brent. Sur le brut, il n'y est pas encore. Donc le CAD, il est potentiellement sous un plafond à court terme. Néanmoins, le CAD, ça pourrait être l'une des devises qui va de nouveau être haussière au début de l'année prochaine, avec la hausse des taux qui est pricée pour janvier. Enfin, le marché est en train d'intégrer au prix la hausse des taux de la Banque du Canada. Le SHF, honnêtement, pas grand chose à dire. Vous voyez qui est revenu tester ce niveau de résistance à 0,9944. Voilà, pas grand chose à dire sur l'USD CAD. L'USD Yen revient 114. On peut être sur un niveau de timing
on est peut-être sur un niveau de timing intéressant pour passer à la vente. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de résistance qui n'a pas été dépassé réellement depuis le mois de mai. Donc ça fait plus de 6 mois que le cours de l'USDN est en range. D'un point de vue du momentum, on peut voir qu'on a cette oblique baissière qui vient faire pression sur le momentum depuis plus d'un an. Et là, on est en train presque de le tester. Donc, potentiellement, on va avoir une hausse après la hausse, une hausse après la Fed, hausse jusqu'à 114, et peut-être que ce sera le moment de vendre à 114. Alors, au niveau du momentum ce matin, il semblerait que le NZD, comme vous pouvez le voir, c'est la devise à payer. La devise à vendre, au contraire, ça va être, alors DXY, donc le dollar, donc NZD, USD, ou alors on va avoir de l'euro NZD. NZD, USD, pourquoi pas chercher les 0,110 à court terme. L'euro NZD, retour moyen mobile à 50 jours. Bon, là, on est en bas du canal. Pas grand chose à faire pour le moment. Est-ce qu'il faut payer le bas du canal? Moi, je ne pense pas. Avec la Fed, on peut probablement avoir un bruit. C'est-à-dire casser le canal, puis le réintégrer quelques jours, voire une à 2 semaines après. Voilà, donc, pas d'achat en bas du canal. Même si d'un point de vue technique, ça se justifierait, la Fed pourrait créer du bruit. Voilà, donc NZD USD, pourquoi pas s'intéresser à l'achat sur les jusqu'à 0,110, mais honnêtement pas beaucoup plus haut. Écran figé. Alors, est-ce que vous pouvez me valider si vous voyez bien mon écran, si ça s'actualise bien en temps réel, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Bon, alors c'est bon, c'est parfait. Merci, merci pour ces confirmations. Bon, bah, on va passer au marché action, ce que je vous propose. Un marché action sur un niveau technique plutôt intéressant. Pour vous, Sian, hein, et pour tous les auditeurs, hein, mais pour répondre à votre question, Sian, certes, on a le DAX qui casse les 13 000, mais on peut voir 100 momentum. Donc, on n'a pas réellement de cassure. 13 000, certes, on est au-dessus. Mais regardez, le CAC, on est en dessous de ce prix de clôture journalier, ce plus haut prix de clôture depuis que le CAC est en range. L'Eurostoxx, pareil, il est en dessous de son prix de clôture. Donc, on n'a pas une convergence des signaux sur les indices européens. On est mi-décembre. Je vous rappelle que dans une semaine, on a quasiment plus de volume. Donc, est-ce que c'est un point d'entrée pour passer à l'achat? Je ne pense pas. Je ne pense pas, pour être honnête avec vous. Maintenant, pour ceux qui sont patients, à moyen long terme, on est, oui, sur un timing intéressant. Pour moi, je vois plutôt les marchés actions haussiers. Je vois plutôt sur les marchés actions haussiers. D'un point de vue fondamental, je m'attends plutôt à une amélioration du contexte, c'est-à-dire réforme fiscale qui sera votée d'ici 2 semaines. La coalition en Allemagne, bon, le SPD, comme vous le savez, la semaine dernière a voté pour continuer les discussions avec le parti d'Angela Merkel. Maintenant, on n'aura probablement pas d'accord qui sera trouvé avant la fin de l'année. Donc, potentielle formation d'une coalition en janvier ou, au pire des cas, nouvelles élections en février. Et dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, les marchés actions resteront en consolidation. Les actions, pardon, européennes resteront en consolidation tant que la situation en Allemagne euh, ne s'est pas réellement améliorée. Si la réforme fiscale est votée, mais que la situation en Allemagne n'est pas résolue, la réforme fiscale propulsera probablement les cours en dessous de leur somme jusqu'au sommet, mais on n'aura probablement pas de cassure. Voilà, donc on restera sous les sommets avant, tant que la situation en Allemagne euh, n'est pas résolue, tout simplement. Mais maintenant, si vous êtes confiant sur la situation en Allemagne, si vous êtes confiant sur la réforme fiscale et que vous êtes sur du moyen long terme, alors un retour à la moyenne mobile à 200 jours sur l'Eurostoxx, le CAC ou le DAX. Le DAX, elle est quand même un peu plus loin parce qu'on a les dividendes réinvestis, donc ça profite à l'indice allemand. Mais voilà, que ce soit le CAC, si par exemple le CAC est sur sa moyenne mobile à 200 jours, que l'Eurostoxx l'est également, mais que le DAX ne l'est pas, c'est normal. Mais c'est également un signal haussier pour le DAX. Voilà, c'est pas parce que le DAX n'est pas sur sa moyenne mobile à 200 jours que le signal n'est pas haussier. Si par exemple, encore une fois, l'Eurostoxx est à sa moyenne mobile à 200 jours,
que le CAC l'est également, mais que le DAX est aux alentours, voilà, de ce niveau de prix, il est juste en dessous des 13 000, c'est quand même un signal d'achat. Parce que si on regarderait le DAX sans dividende réinvesti, il serait probablement sur sa moyenne mobile à 200 jours également. Voilà. Donc moi, ce que j'attends réellement d'un point de vue timing, à mon avis, ça se fera début janvier. Début janvier, on aura un retour des flux, du momentum. C'est probable que les indices européens restent dans cette configuration-là jusqu'à l'année prochaine. Voilà, on va probablement rester autour sur le DAX des 13 200, 13 000 points, voire peut-être un petit peu plus bas, 12 900. On va probablement avoir des petits excès au-dessus, 13 250, mais on va pas avoir un retour au sommet. À part si la réforme fiscale est votée et que la grande coalition en Allemagne est formée. Mais sinon, il n'y a pas de justification, pas d'argument qui permettrait d'acheter les indices aujourd'hui. À part, encore une fois, si vous êtes sur du moyen long terme, dans ce cas-là, moi, j'ai plutôt un avis favorable sur le contexte fondamental, en tout cas, un point de vue d'amélioration de cette analyse. Donc, un achat sur ces niveaux de prix pour du moyen long terme, ça se justifie. USD-Yen 114 de la part de François, oui 114. USD-Yen ira probablement à chercher 114 d'ici la Fed. Sinon, outre cette DAX, cet Eurostoxx ou le CAC, bien que les moyennes mobiles à 200 jours soient des niveaux discutés dans mes webinaires, pour moi l'IBEX, si on a un retour à 10 000 points, ça sera intéressant. Je rappelle que l'IBEX, il y aura un autre catalyseur en plus que la question en Allemagne et la réforme fiscale, c'est les élections anticipées en Catalogne qui auront lieu le 21 décembre. Le 21 décembre, des nouvelles élections auront lieu en Catalogne. Et voilà, selon le résultat, on aura soit un retour à 10 000, ou soit une tendance haussière. Voilà. Mais si on a un retour à 10 000, encore une fois, je pense que ça sera un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Vous voyez que au surlendemain du référendum catalan, eh bien là où le risque était au maximum, on va dire, on a eu quand même les 10 000 points qui ont été sauvegardés. À ce moment-là, en novembre également. Bon, je vois pas quel catalyseur, à part si les élections en Catalogne aboutissent à une élection du parti indépendantiste. Dans ce cas, ça voudrait dire que la Catalogne, la population catalane a vraiment envie d'une indépendance. Enfin, vous voyez. Dans ce cas-là, oui, ça pourrait remettre en question la stratégie haussière depuis les 10 000 points. Mais à part ce catalyseur-là, ce scénario-là, il n'y a pas réellement de raison de shorter l'IBEX en dessous des 10 000. Voilà, donc 10 000 pour moi, c'est un niveau de prix à moyen long terme qui est extrêmement intéressant et c'est probablement l'indice qui va superformer en 2018. Pourquoi? Parce qu'il est le plus sous pression depuis 6 mois. Depuis 6 mois, c'est l'indice qui ne superforme pas alors qu'il superformait au premier semestre, je vous rappelle. Donc depuis cet été, on a réellement une pression de la Catalogne. Vous voyez que si on compare avec la France, le CAC, le DAX ou l'Eurostoxx ou même le MIB, au mois de septembre, on a eu un bull market sur le DAX, bull market sur le CAC, bull market sur l'Eurostoxx, mais sur le MIB, sur l'IBEX, consolidation. Parce qu'on a ce dossier catalan qui fait pression, qui inquiète les investisseurs, ou en tout cas qui ne crée pas d'euphorie. Donc, il y aura un rattrapage, et ce rattrapage pourrait avoir lieu soit au lendemain du 21 décembre, ou comme le CAC, le DAX et le CAC, etc., au début d'année prochaine. Bonjour, DAX 13 057, MA 50 jours, supporte les cours, non. Alors Philippe, oui, moyenne mobile à 50 jours, plus ou moins. Je vous admets que la moyenne mobile à 50 jours est particulièrement importante lorsqu'il y a des tendances. Lorsqu'il n'y a pas de tendance, bon, vous voyez que la moyenne mobile à 50 jours n'est pas réellement très efficace. Vous voyez. Donc, bon. Pour moi, le DAX, le support, il est à 13 000 points. 13 000 points sur le DAX. Le CAC, c'est 5 350. 5 350.
qui est à peu près ici. L'Eurostoxx, c'est les 3550. Voilà, donc c'est ces trois niveaux à surveiller pour moi. Alors Nicole qui me demande une question sur le gold, est-ce que c'est la fin de la baisse? Alors probablement oui. Le DXY devrait rester en consolidation avant la Fed. Je vous rappelle que avant la Fed, on a généralement le marché qui est patient. Regardez ici. Ah, mince. Donc les droites verticales qui sont en rose, c'est les décisions de la Fed. Regardez ici, on avait le lundi, le dimanche neutre, lundi neutre, mardi neutre et mercredi le mouvement. Ici, lundi, dimanche, pardon, vendredi, lundi neutre, mardi neutre. Bon, ici on avait une baisse, mais bon. Là, on peut voir quand même que le momentum, il est sur support. Vous voyez, support, 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 support. On est aux alentours des 1250. On a une consolidation avant la Fed. Pour moi, c'est comme le DXY, hein, ça va consolider. On va pas avoir réellement de baisse. On va peut-être avoir une baisse encore une fois après la Fed pendant 1 ou 2 jours, mais ensuite, pour moi, ça va être plutôt bullish. À l'image de ce qu'on avait eu la dernière fois en décembre dernier. Décembre 2016, mars 2017. On n'avait que eu en juin 2017 où ça avait été baissier. Pourquoi? Parce que le marché n'avait pas pricé. Je vous rappelle que la probabilité d'une hausse des taux en juin n'était pas aussi importante qu'actuellement. La dernière fois où elle était aussi importante, c'était en décembre dernier. Et en décembre dernier, vous voyez que le marché avait pricé la hausse des taux et ensuite ça avait vendu la nouvelle. Là, c'est pareil. Baisse et on va probablement avoir une hausse, retour à 1300, j'ai envie de dire en mi-janvier par exemple. Mi-janvier, fin janvier. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faut acheter maintenant. On aura probablement une baisse après la Fed. Après la Fed, on aura peut-être une baisse de 1 ou 2 jours, donc 1240, pourquoi pas? Pourquoi pas acheter à 1240? Est-ce que vous avez un avis sur les croisements des moyennes mobiles en général 250 jours d'appart Philippe? Alors, moyenne mobile, alors les croisements des moyennes mobiles, ça va donner encore un caractère baissier ou haussier encore plus important. C'est-à-dire, par exemple, dès que le cours casse une moyenne mobile, déjà, ça va donner un avis de tendance. Mais dès que la moyenne mobile la moyenne mobile à court terme, 50 jours, va casser la moyenne mobile à long terme, soit la moyenne mobile à 200 jours, ça va renforcer encore le momentum de la tendance. Voilà, donc si par exemple, le cours, alors, laissez-moi regarder cela. Voilà, le cours est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, la moyenne mobile également. Bon, ça donne vraiment un sentiment de bull market. Et vous pouvez voir qu'en tendance, la moyenne mobile à 50 jours est quand même assez intéressante. Par contre, en consolidation, elle ne veut rien dire. Hein, cette moyenne mobile à 50 jours, elle n'est pas du tout efficace. Mais par contre, vous voyez qu'en tendance ici, 50, 50, 50, on a des rebonds. Voilà. Donc la moyenne mobile à 50 jours, on peut avoir des signaux, oui, il y a des stratégies qui donnent des signaux, etc., etc. Pour moi, ça va donner plutôt, ça va renforcer le signal de la tendance. Voilà, je peux être bullish parce que le cours casse sa moyenne mobile à 50 et 200 jours, mais si la moyenne mobile à 50 jours casse également sa moyenne mobile à 200, ça va me donner le sentiment qu'on est vraiment dans un marché plutôt haussier. Voilà, écoutez, dernière actualité de la journée. Vous savez donc que CBOE Group, la bourse de Chicago, l'une des deux bourses de Chicago, a lancé un futur sur le Bitcoin cette nuit. Le cash, donc le Bitcoin cash actuellement à 16 000 points, à 16 000 dollars, pardon. Le Bitcoin futur de la bourse de Chicago est à 18 000. A fait un plot à 18 000. Donc voilà, avec expiration, il me semble en janvier. Voilà, c'est l'annonce de la journée, l'annonce qui est attendue, enfin qui a été attendue pendant plusieurs semaines. On aura l'autre bourse de Chicago qui lancera son futur Bitcoin le 18 décembre, le Nasdaq en début 2018.
Voilà, donc c'est les annonces majeures hein, sur le Bitcoin. Où est-ce qu'il va aller? Moi, je pense qu'il va aller chercher au moins les 20 000 d'ici la fin de l'année. Bon, écoutez, moi c'est tout pour ce point de marché. Merci à vous en tout cas pour votre attention. On se retrouve demain, même heure, même salle de trading pour le prochain point de marché. Et en attendant, rendez-vous sur le site dailyfx.fr et sur les réseaux sociaux. Merci à vous et bonne journée.